Bonjour à tous et merci de m'accueillir parmi vous. Ouais. Je dois dire que dès que j'ai été contactée par Virginie, j'ai été séduite illico par son enthousiasme et puis par la qualité de réflexion et l'énergie qu'il y a dans une réflexion qui est hors des sentiers battus, dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Donc je suis très contente. Alors, qu'avons-nous en commun? Je pensais tout de suite, par exemple, à un concept, la différence entre conduire et piloter. Conduire, c'est suivre une route ou un chemin. Piloter, en fait, le terme vient du mot grec pédone, ça veut dire gouvernail, gouverner. Donc, nous avons bien ce terme en commun. Piloter, c'est gouverner. Alors, il y a aussi des tas d'autres mots. Un qui me vient forcément à l'esprit, c'est l'agilité. On vient d'en avoir un exemple absolument merveilleux. Il est évident que je pratique la forme d'aviation qui est, on peut dire, la plus agile. Alors, l'agilité, qu'est-ce que c'est en fait pour moi? C'est être capable de maîtriser complètement et avec aisance une machine et être capable de l'emmener dans les extrêmes espaces du possible. Faire tout ce qui est vraiment possible d'imaginer. On va jusqu'à reculer avec les avions. Donc c'était ça. Et puis des tas d'autres mots que j'ai entendus qui correspondent tellement à la façon dont on vole ou dont on s'organise pour avoir des performances en vol, comme audace, innovation, compétence, et puis transmission. Vous avez commencé avec la transmission. Et moi, la transmission, elle est complètement inhérente à tout mon amour de l'aviation et à toute ma carrière. L'amour de l'aviation, parce qu'il y a d'abord la transmission familiale. J'ai un grand-père qui, vers la fin de la Grande Guerre, a été observateur aérien et qui en a conçu une attraction, une fascination, c'est-à-dire à la fois l'amour et la peur de l'aviation qu'il a infiniment aimé, qu'il a transmis à mon père, qui a été pilote. Il y avait une grosse bibliothèque aéronautique chez moi, donc j'ai dévoré toute petite la vie de Jacqueline Auriol, la vie de tous les pilotes et toutes ces aventures qui m'ont fait beaucoup rêver. Donc, dès 8 ans, mon papa m'a emmené sur son terrain d'aviation, il m'a fait voler, et son instructeur était un voltigeur qui faisait beaucoup de compétitions, qui s'appelait Marcel Charolais, avec beaucoup de réussite, et ça m'a marqué. J'ai, de cet instant, su que je serais aviatrice. Je ne me souviens pas de m'être posé une question, d'avoir pensé que j'aurais pu faire autre chose, même si j'ai aimé la philosophie, même si j'ai aimé des tas d'autres choses, et grâce à cette bibliothèque aviation, le patrimoine, ce qui a un peu orienté la suite de ma carrière. Mais j'ai été immédiatement marquée et j'ai continué. Alors je suis passée, j'ai attendu péniblement d'avoir 14 ans, 15 ans, parce que vous savez, en France, on peut voler à 15 ans seul. On peut être breveté à 17, c'est-à-dire bien avant de conduire. Et j'ai suivi mon chemin en attendant, et puis je suis passée à la transmission technique parce que il faut apprendre, il y a le temps de l'apprentissage. Et ensuite, tous les pilotes, qu'ils soient pilotes de chasse, pilotes de ligne, pilotes de voltige comme moi, sont toujours sous pression. Non seulement on apprend, mais on entretient. C'est-à-dire que tous les ans, vous avez des contrôles qui soient médicaux, mais tous les pilotes sont dépendants de leur testeurs, de leurs instructeurs, de leurs copilotes, de leurs juges, de leurs spectateurs. Et on ne peut pas s'en affranchir. Impossible. Donc il est impossible de faire cavalier seul parce que la sécurité et la performance en dépendent. Donc on dépend toujours d'une équipe. On travaille avec une équipe et en tant que compétiteur, on la construit un peu. En tant que pilote de ligne, elle existe autour de vous. On est toujours obligé. Pour moi, elle a besoin d'être très diverse. On a aussi ces termes-là ensemble, diversité. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit capable de construire un avion qui fasse des choses comme ça. Et ça ne va pas du tout être le même que beaucoup d'autres avions. Je vais avoir besoin d'un mécanicien, d'un médecin. Je vais avoir besoin d'un entraîneur, de quelqu'un qui va me garder la motivation. Et la motivation, l'enthousiasme, au sens étymologique du mot, les dieux qui nous animent, entheos, les dieux qui sont en nous, ils dépendent en partie de nous, mais pas seulement. On sait que la motivation n'est pas qu'un trait d'esprit, mais bien qu'elle est entretenue par cette équipe. Cette équipe qui va vous mener à la réussite, à la performance. Moi, maintenant, je suis entraînée par quelqu'un que j'ai formé. Donc, quand on faisait ensemble nos dernières compétitions, on était tous les deux dans la même équipe et on volait tellement de la même façon
on était toujours classés sur 100 pilotes. Au maximum, il y avait un pilote entre nous. On était exactement pareil. Et pour me forcer, moi qui avais déjà fait un championnat et lui qui était jeune et qui arrivait, il me disait « je suis dans ta roue et empêche-moi de passer ». Et grâce à ça, j'ai gagné un 2e championnat du monde. Sans doute parce que j'avais des gens qui croyaient en moi. Donc, en fait, il s'agit de prendre des bonnes décisions au bon moment. La décision pour construire l'équipe, la décision du dernier moment, du pilotage, la décision en l'air. Et cette équipe-là, cette faculté à prendre des bonnes décisions, elle repose sur l'humain. Elle repose sur une vision partagée. Elle repose sur l'empathie, sur la confiance en soi qu'on peut vous donner et qu'après vous pouvez donner aux autres. La transmission, on voit bien là qu'elle marche bien dans tous les sens puisque je suis maintenant coachée par quelqu'un que j'ai formé. Ça monte, ça descend, on en a encore besoin. Alors à l'époque, il me disait « empêche-moi de passer », maintenant il m'a dépassé, mais il continue à me coacher pour le spectacle aérien que je continue à faire. Et il me pousse, il ne me ménage pas, il me dit « allez, on fait ci, on fait ça, tu dois faire ci, si je ne veux pas le faire », je crois qu'il me dit « mais nous, ça nous est égal, retourne dans ton musée ». Alors bon, j'accepte toute critique et on est en permanence pour le résultat, pour la bonne chose, dans une critique positive, négative, enfin dans l'acceptation du regard de l'autre, tout le temps, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être transparent et pour pouvoir avoir des résultats. Donc c'est vraiment un préalable, je pense, pour le résultat, pour la performance, pour les plus hautes marges des podiums, d'avoir une équipe dans laquelle vous allez choisir d'abord les qualités humaines. Les qualités techniques sont importantes, mais au-delà de tout ça, il faut les qualités humaines. C'est ça qui va faire que votre équipe va pouvoir se fédérer autour d'un projet qui peut être de faire gagner un pilote, qui peut être tout à fait autre chose, mais qui va se fédérer autour d'un projet d'une façon complètement soudée. Donc bien sûr, cette équipe qui va vous aider, elle va vous permettre aussi d'apprendre ce qui peut amener à la réussite. Elle va vous permettre de prendre un certain nombre de risques, d'avoir de l'audace. Parce que, vous le voyez, dans ce genre de vol, évidemment, il y a quelques risques. Il y a des risques inhérents au fait qu'on dit toujours, le prophète dit, la seule chose dangereuse, c'est le sol. Hein, mais il y a des risques qui existent et il va falloir les prendre et on va les hiérarchiser ensemble. C'est-à-dire qu'il y a, les militaires le font très bien. Il y a des risques totalement inacceptables, comme de risquer de se tuer, ce qui correspond sans doute à prendre un risque qui mettrait par terre une entreprise. On ne peut pas prendre ce type de risque, donc on l'écarte, mais on le fait toujours ensemble, en sachant écouter les autres. Il y a le risque de ne pas réussir sa mission, il y a le risque de louper une figure, ça c'est pas grave. En championnat, on va décider de voler si on est devant, certainement pas du tout de la même façon, pas prendre le même type de risque que si on est loin derrière, qu'il faut rattraper les autres. Donc on va accepter le conseil des gens qui vont dire ça. Et ça m'avait assez amusé quand j'avais gagné un championnat du monde. J'étais devant, donc il ne fallait pas que je prenne trop de risques, je voulais garder mes points. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir après en me disant « c'était bien, mais je me suis amusé parce que ce que j'ai regardé, c'était pas tellement un vol plus ou moins beau, c'était l'expérience dans le box. Comment est-ce que je gère mes risques ?» Et maintenant encore, je me rends compte que tout ça, en continuant à apprendre, puisque maintenant je fais quelque chose de nouveau, je fais de la patrouille avec une autre pilote, on apprend des choses qui sont très différentes. Parce que vous mettez un avion en l'air, vous prenez un certain nombre de risques, vous en mettez 2, vous ne multipliez pas par 2, mais vous multipliez par 100. Donc on fait par exemple des croisements et on se parle, c'est assez rapide, vous perdez quelquefois de vue l'autre avion. Elle me dit, bon, j'assure la sécurité, quand je te dirai que tu tires et on va se croiser, moi une fois qu'on s'est vu, on déclenche le tonneau, mais elle me dit, tant que je n'ai pas vu, tant que je n'ai rien dit, tu continues droit devant. Et j'avais toujours la tentation, parce qu'on se croisait, elle était à un bout de la piste, moi à l'autre, la piste était prête, je me disais, je m'approche un peu de la piste. Elle m'a dit, non, tu t'approches de la piste uniquement si je te dis que j'ai perdu le visuel, autrement tu me fais confiance. Et on se croise. Et ça, on a appris à avoir toujours le parler vrai, à débriefer ensemble, à accepter sans arrêt cette critique. Et c'est vraiment quelque chose qui amène à la réussite, on s'en rend compte. Et à la fin de l'année, après avoir fait 5 ou 6 présentations en public ensemble, on faisait le point et on se disait ce qui était bien, c'est qu'on a toujours eu confiance, je n'ai jamais eu peur. Éventuellement, on allait faire un truc qui n'était pas très beau parce qu'on aurait sauvé les meubles en se disant, bon, allez, il vaut mieux que je m'écarte complètement parce que j'ai loupé ça. Mais
on s'est fait confiance, on savait qu'on ne prendrait jamais le risque majeur. Donc, derrière ça, évidemment, il y a des années et des années d'expérience, il y a plusieurs visions de la même réalité. C'est-à-dire qu'on commence à y penser longtemps à l'avance. On a chacune des années d'expérience où on voit ça, c'est comme si on regardait de très haut, on est à la haute altitude, on travaille la technique. Et puis ensuite, la moyenne vision, je dirais. On commence à se préparer 2 heures avant. Est-ce qu'il faut que j'anticipe énormément sur le vent qu'il va y avoir, sur les difficultés qu'il y aura, sur les zones à ne pas dépasser. Et puis, au dernier moment, on est le nez dans le guidon. Et là, il est trop tard pour anticiper. C'est toute cette anticipation-là qui va vous permettre de prendre la bonne décision au dernier moment et de dire, voilà, maintenant c'est ça, je fais ça, c'est déjà prêt. La technique, elle est derrière, les figures, on sait les faire. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est juste être bien capable de, au dernier moment, tout appliquer. Et on l'aura fait parce qu'on aura accepté le temps long, les années d'entraînement, pour travailler avec efficacité dans le temps court. Voilà, donc on fait déjà tout ça. Et toutes ces façons de travailler m'ont beaucoup servi dans ce que j'ai fait après, qui est aussi assez différent. C'est m'occuper du musée de l'air et présider l'Aéroclub de France. Voilà des entités avec chacune des conseils d'administration, avec des gens à gérer, des gens à coacher, des gens à gouverner, des gens. Et ça m'a aussi beaucoup intéressé parce que voilà, pour vous, et je pense au Petit Prince et à tous les gens qui sont là, l'Aéroclub de France, c'est un endroit extraordinaire, plein de visionnaires. Imaginez-vous, en 98, quelques personnes ont créé une association de promotion de la locomotion aérienne. Rien n'a volé. Rien n'a volé. Il n'y a que les ballons donc qui vont au gré du vent. Aucune machine plus lourde que l'air n'a fait un seul vol. Le premier vol date de 1903. Ensuite, en France, en 1906. C'est-à-dire que tous ces gens-là ont imaginé déjà le transport aérien, l'action militaire. Ils ont pensé à tout. Clément Ader avait dit qui sera maître du ciel sera maître du monde. Donc tout ça, ils avaient été capables de l'anticiper bien avant que ça n'existe. Alors c'était vraiment extraordinaire, je pense, et c'est quelque chose qui est important, cet esprit pionnier, cet esprit qui est capable d'être anticonformiste, être capable d'imaginer, de voir plus loin. J'entends parler depuis ce matin, et on sait bien tous qu'on est dans cette époque, de rupture. Voilà des gens qui sont capables d'imaginer et de mettre au point des ruptures. C'est le premier incubateur de start-up. Les premières start-up, c'est Voisin, Blériot, Morane-Saulnier. Tous ces gens-là vont se regrouper et vont devenir les grands industriels français. Alors, l'Aéroclub de France a porté tout ça. 1906, on traverse, on fait le premier kilomètre. 1909, on traverse la Manche. Et 60 ans après, ça ne dit rien. La même année, le 747 vol, c'est l'aviation pour tous, le Concorde vol, et on marche sur la Lune. C'est extraordinaire. Et ce que je crois, c'est qu'on est sans doute devant, en croyant qu'on marquait le pas dans le progrès. Au contraire, maintenant, on ouvre vers un progrès différent. Il y a des choses à faire devant nous. On va continuer à progresser, mais on doit respecter notre environnement. C'est un monde différent. Comment allons-nous continuer à voler? C'est ça qu'il faut essayer de bien comprendre. Et j'ai déjà entendu pratiquement une phrase qui ressemblait au même. Je dirais à ce moment-là, pour nos jeunes petits princes et princesses, pensons au mot de l'ATCOR qui dit, l'ATCOR qui va lancer la ligne aérienne en 1918 et qui dit à ses équipes, voilà, nos ingénieurs ont refait tous les calculs. C'est impossible. Il ne nous reste donc qu'une chose à faire, c'est de le réaliser. Donc, ils vont partir avec cette idée, nous allons faire quelque chose d'impossible, mettons-nous au travail. Donc, c'est ce qu'on peut attendre d'endroits comme l'Aéroclub de France et d'endroits comme ce que je vois aujourd'hui, des cercles de réflexion qui vont nous mener vers ce qui nous paraît encore impossible, qu'on ne voit pas très distinctement, mais qu'on va trouver.